première. Il y a par mois en France 600 interviews politiques et il y a Zemmour et Nolo, l'émission qui donne du temps au débat et à la politique. J-53 avant l'élection présidentielle, l'élection la plus folle de la 5e. Nous allons revenir sur le dernier rebondissement du jour, la convocation judiciaire de François Fillon, avec un casting évidemment exceptionnel. Zemmour et Nolo, saison 6, épisode 15, sommaire. On commence avec Bernard-Henri Lévy qui consacre un documentaire saisissant à la bataille de Mossoul. Il vient nous raconter la barbarie à visage humain. Il nous parlera aussi du climat politique dans son cher et vieux pays. L'ancien magistrat anticorruption Éric de Montgolfier publie un court pamphlet, brillante autopsie du système. Il réagira aussi sur les affaires qui pourrissent l'atmosphère de cette campagne. Il a garé sa Benz devant le studio. Dans quelques jours, le pape du rap français s'attaque à un nouveau chantier, la démocratie. Seul en scène, Joey Starr propose éloquence à l'Assemblée au théâtre de l'Atelier. On parlera avec lui de la présidentielle. Et puis aussi, bien sûr, la confidente des politiques, Alba Ventura pour ses carnets de campagne. Jusqu'ici, c'était Toff et Tanguy Pastureau pour sa semaine folle. Ça papote, ça papote. Bonsoir les Eric. Vous savez que tous vos amis et tous vos ennemis peuvent réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag ZenPP. Ouais. On va commencer tout de suite parce que l'actualité est complètement dingue. On accueille notre grand témoin. Grand témoin. Chemise blanche, costume sombre, impeccable comme la nuit, c'est en loup de guerre que BHL revient. Il rentre d'Irak où il a suivi sur la ligne de front les combats contre Daesh. Entre ses mains, un documentaire saisissant et bientôt diffusé sur Arte. Avec BHL, le philosophe engagé, nous parlerons de ce voyage au bout de l'enfer et aussi bien sûr de la présidentielle. Mais auparavant, voyez l'antiportrait de Gaël Atlan. Bernard-Henri Lévy, vous revenez d'Irak. Dans la bataille de Mossoul, votre dernier long métrage, vous filmez les combats, la détermination kurde et leurs femmes qui montent au front. Une fois de plus, après l'Afghanistan, la Bosnie, le Rwanda, le Kosovo, vous vous engagez sur le terrain et l'affichez, car neutre, vous ne l'avez jamais été. Les intellectuels engagés, je crois qu'il y a un malentendu là-dessus. On n'est pas des engagés professionnels. Les écrivains, c'est d'abord des gens qui écrivent. Et qui, de temps en temps, quand ils se sentent, comme on dit aujourd'hui, interpellés par le bruit du monde, qui en effet posent le stylo et vont se mêler à une bataille. Livrer bataille, vous l'avez toujours fait aujourd'hui. L'Irak, hier en Bosnie. Mon problème depuis 2 ans, c'est un peu une obsession, je suis navré. Je suis sûr qu'il y a des gens qui me comprennent ici, c'est la Bosnie. C'est la Bosnie. Le reste, je m'en fous. Après le siège de Sarajevo, vous rentrez en France et entraînez François Mitterrand dans votre combat. Cette ville est bouclée, fermée, isolée du reste du monde. Ce n'est pas acceptable. Depuis toujours, vous vous rangez du côté de ceux qui, selon vous, font la guerre sans l'aimer, au point même d'être qualifié par vos détracteurs d'intellectuels va-t-en-guerre. Bernard-Henri Lévy, vous n'êtes pas toujours pacifiste. Moi, je cite dans un de mes livres une phrase assez belle de Montesquieu qui disait « Gardez-vous d'une cité où vous n'entendriez plus le bruit d'aucun conflit, la tyrannie ne serait pas loin. » La guerre pour la paix et l'universalisme, guerre juste ou ingérence, avec vous, la question est toujours d'actualité. Qui pensent que je me trompe, que je me trompais en aidant les Afghans, que je me trompais en critiquant le marxisme, que je me trompais en dénonçant le fascisme français dans l'idéologie française et que je me trompe en comparant les Bosniaques aux résistants espagnols. Et pour vos opposants, vous vous seriez aussi trompé sur la Libye. Nous avons détruit la Libye sous la pulsion de M. Sarkozy, peut-être de M. Bernard-Henri Lévy, ont décidé qu'il fallait aller faire le ménage. Voilà, résultat de l'ingérence, aujourd'hui c'est le désordre complet. Jean-Pierre Chevènement, votre antithèse, le visage de cette gauche que vous rejetez, car Bernard-Henri Lévy, vous n'êtes pas souverainiste. Il y a dans la gauche française un courant qui est le courant national-républicain, qui est imbibé de racisme, courant nationaliste, fermé, chauvin, patriote, scrogneux, anti-Europe, anti-libéral à l'intérieur de la gauche française. Tout ça, ça me paraît une évidence et cela me paraît être un poison mortel, non seulement pour la gauche, mais pour ce pays. Proche de François Mitterrand, soutien de Ségolène Royal en 2007 et ami de Nicolas Sarkozy, vous chuchotez à l'oreille des politiques et avez une certaine idée du pouvoir. Et c'est justement pour cela que Bernard-Henri Lévy, nous vous avons invité. Bonsoir. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Prenez place. Oh. Bonsoir.
Bonsoir. Donc Bernard-Henri Lévy, vous appartenez au club très fermé des hommes et des femmes publics qu'on appelle par leur initiale. Vous êtes l'un de nos plus célèbres philosophes et penseurs depuis 40 ans. Et vous avez notamment écrit le très beau roman Le Diable en tête, ça c'est pour moi. Vous venez ce soir pour le film La bataille de Mossoul, diffusé sur Arte vendredi à 18h35. Samedi, excusez-moi. Première question, pourquoi ce film? Et combien de temps êtes-vous resté à Mossoul et évidemment dans ses environs Pourquoi ce film? Parce que c'est la suite de Peshmerga. Parce que je voulais continuer, parce que je voulais pas perdre de vue ces personnages magnifiques, parce que j'avais tourné autour de Mossoul pendant tout le tournage de Peshmerga et qu'elle était à portée de main, du coup. Voilà. Le tournage a commencé le 17 octobre et il s'est terminé le 15 janvier avec la libération de l'université et du tombeau de Jonas. Alors, Éric Nolot, vous avez vu ce film. Bien sûr. Et donc, vous avez une question, au moins une, pour Bernard-Henri Lévy. Ah oui, au moins une. Il en a un peu plus. Oui. Non. On est là 40 minutes. Oui. Oui, non, on n'aura plus d'une question. Non, votre film procède d'un parti pris que j'ai trouvé à la fois très efficace et très discutable. Très efficace parce que vous vous situez en permanence à hauteur de combattants et à hauteur de population. Alors ça donne des séquences très fortes. On voit un des combattants Peshmerga mourir sous nos yeux. Ce que vous faites aussi avec la population, je trouve ça très touchant. On voit ce que c'est que de vivre sous le joug de Daesh et d'en être libéré. Jusque-là, tout va bien. Le problème, là où je le trouve très discutable, c'est que si je ne connaissais de ce conflit que votre film, je ne sais pas d'où vient cette guerre, après l'avoir vue, et je ne sais pas où elle va. Alors, je ne sais pas d'où elle vient. Il me semble qu'un minimum de contextualisation aurait été nécessaire. Bon, vous me direz qu'au passage, ça permet d'évacuer toute la responsabilité des puissances occidentales. En premier lieu, évidemment, l'invasion de l'Irak. Et puis, une où vous avez une part plus personnelle, on en avait discuté lors de votre dernière visite, c'est celle de la Libye. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Le deuxième problème, qui est peut-être plus grave, c'est où elle va. Et vous terminez par une naïveté, moi, qui m'a laissé sans voix. Vous dites, au fond, si le problème de Mossoul, c'est que pour être pris, et elle doit être prise par les Peshmerga, faisons un deal, échangeons la prise de Mossoul, ce sont des combattants redoutables, les Peshmerga, contre un Kurdistan indépendant. Et alors là, écoutez, je pense qu'en géopolitique, vous n'êtes pas complètement nul. Vous vous rendez bien compte du côté cataclysmique qu'aurait la constitution d'un État kurde indépendant qui est à cheval sur 4 ou 5 pays. Donc déjà, peut-être répondez sur les deux points. Pourquoi ne pas évoquer d'où vient cette guerre et pourquoi être si naïf pour savoir où elle va? Attendez, d'où vient cette guerre, ça je vous en laisse le soin, à vous, aux commentateurs, aux journalistes. Ah bon? Mais bien sûr, moi j'ai fait ce film. J'ai filmé entre le 17 octobre avec mes camarades et le 15 janvier. C'est un témoignage. Après le contexte, ça c'est le boulot des journalistes. C'est le boulot des commentateurs, c'est le boulot de ceux qui, d'ailleurs, verront le film. Enfin, on ne peut pas mâcher non plus, on ne peut pas tout dire et tout faire. C'est pas un livre de géographie. Contextualisation, c'est quand même pas trop demandé, si? Et il y a des éléments de contextualisation, mais là, le sujet, c'était pas ça. Le sujet, c'était une aventure personnel, un témoignage personnel et un film subjectif. C'était pas un cours d'histoire et de géographie. Numéro 1. Numéro 2, votre deuxième question, j'ai pas dû dire faisons un deal. Ça vous confondez avec Monsieur Trump. Non, c'est pas mon langage. Non. J'ai traduit. J'ai traduit. Oui, mais vous regardez trop, alors autrefois, au guignol de l'info, on disait vous regardez trop la télévision et vous regardez trop Donald Trump. Non. Je trouve qu'on l'entend trop, je suis d'accord. On l'entend trop, et vous, là, vous voyez comment... Non, je dis en revanche qu'il y a une injustice qui est faite au peuple kurde depuis un siècle et qu'il est temps de la réparer. Après, cataclysmique pour la région, je pense l'inverse. Je pense que dans cette région-là, qui est en effet le lieu d'un cataclysme suspendu, s'il y avait un Kurdistan indépendant, ce serait un pôle de stabilité. Il y a Israël qui est un pôle de stabilité, il y aurait le Kurdistan qui sera un pôle de stabilité. J'ajoute qu'il n'est pas question de faire un Kurdistan à cheval sur 4 États. Là, vous écoutez trop Erdogan. Ah non, c'est ce que veulent les Kurdes. Hein. Bah non, ça, c'est pas Erdogan. Ah si. Attendez, d'abord, c'est pas ce que je dis moi, dans le film, vous l'avez bien vu, je suis sûr. Et c'est pas ce que disent les Kurdes dont je brosse le portrait dans ce film. Non, ils disent... C'est ce qu'ils souhaitent. Quand vous discutez avec les Kurdes, ils souhaitent le Kurdistan le plus étendu. Mais je n'en suis pas sûr. Et moi, j'en suis certain. Parce que
Bah, écoutez, Oui. franchement, Bon, évidemment, bah, ils ne vont pas dire ça devant une caméra. Mais quand vous discutez avec des activistes kurdes, il n'y a pas de limite au Kurdistan. Le Kurdistan, c'est là où il y a des Kurdes. Quand vous dites, ce qu'il y a d'intéressant chez les Kurdes, c'est que c'est des patriotes citoyens. C'est-à-dire qu'ils mettent la politique au-dessus de l'ethnie, les Kurdes. Et la politique, ça veut dire, par exemple, qu'ils sont en désaccord. Les Kurdes que je montre dans ce film, les Kurdes du KRG, les Kurdes de Barzani, ils sont en désaccord complet avec les Kurdes turcs du PKK, avec leur passé de faiseurs d'attentats, etc. Ils sont pas du tout certains de souhaiter vivre dans le même état que les Kurdes syriens, même s'ils sont bouleversés par leur sort, etc. Donc il n'est pas que personne ne parle aujourd'hui dans mon film. Attendez. Dans votre film. Dans votre film. Dans mon film. Les personnages de mon film, Oui, mais que ce soit. Attendez, j'en reviens. Mais Ça fait 1 an et demi que j'ai vu ça. Donc je vous dis, les personnages de ce film souhaitent un Kurdistan indépendant ou autonome à l'intérieur des frontières Votre de l'Irak. naïveté est encore pire que celle que je présentais tout à l'heure. Si vous croyez vraiment qu'ils vont s'arrêter, ils vont prendre tout ce qui est possible, puisque la dynamique est pour eux. Mais ils vont s'arrêter exactement à l'endroit où vous voyez qu'ils s'arrêtent dans le film. Vous les voyez, c'est d'ailleurs assez bouleversant, en train de tracer leurs frontières à main d'homme. À pelleteuse, et ils la tiennent. Vous avez ce défilé de combattants qui tiennent littéralement la frontière. Donc arrêtez avec cette idée, le Kurdistan qui va déstabiliser la région. Il n'est pas question de ça. Il est question de créer dans cette région un pôle de stabilité, de démocratie, de laïcité, d'égalité entre les hommes et les femmes, etc. C'est ça l'enjeu. Une autre question, Nolot, vous en reste une peut-être ? Alors, allons un peu dans l'avenir. Certes, ils sont en première ligne, ce sont des combattants extraordinaires, et à mon avis, tout est préférable que Daesh, évidemment, et ils combattent Daesh, et ils le combattent vraiment bien. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Là, il vient de paraître dans la presse française des articles assez ravageurs, ce que c'est que la démocratie vue par les Kurdes irakiens quand même. À Erbil, on nous présente un pouvoir autocratique de M. Barzani, un pouvoir miné par la mafia, où les opposants politiques, non seulement n'ont pas le droit de s'exprimer, mais sont emprisonnés, sont torturés, comme dans toutes les dictatures de la région. Donc là aussi, je trouve que c'est une troisième naïveté. Jamais vous présentez ça uniquement sous l'angle des héros de guerre, ce qu'ils sont, mais à mon avis, la suite politique va être beaucoup plus compliquée que ce que laisse supposer votre film. Écoutez, comment vous dites, les tortures, les opposants bâillonnés, là encore, on ne doit pas parler du même pays. Moi, ça fait les gens qui sortent des geôles de Barzani mentent, alors, c'est ça? Vous les avez interviewés, invitez-les, demandez-leur à témoigner s'ils sortent des geôles de Barzani. Oui. Les geôles de Barzani. Non. Écoutez, je sais pas, il y a des journalistes qui ont fait ce travail, qui sont allés sur le terrain tout comme vous. J'ai pas de raison. J'ai vu un article dans la presse quotidienne française. Il n'y a pas des journalistes. Eh bien, je pense que cet article me semblait d'une grande partialité. Et en tout cas, je vous ai connu plus sensible au sort des victimes et des torturés. Mais je suis ultra sensible. Moi, je suis sensible, encore une fois, au sort des femmes. Je suis sensible au sort des chrétiens persécutés. Je suis sensible au sort des minorités en général. Sur ces terrains-là, je suis sensible à la possibilité en islam de vivre sa foi dans le fort intérieur et pas d'envahir l'espace public avec ça. Sur tous ces terrains-là, je trouve que les Kurdes mènent un juste combat et le mènent Vous le montrez bien. d'ailleurs, parce qu'ils remettent la croix, c'est eux qui remettent la croix. Cette scène bouleversante, des combattants kurdes musulmans qui font le job de monter en haut, c'est un symbole, c'est pas grand-chose, mais c'est un symbole magnifique, et qui remettent la croix sur la cathédrale. Il y a tellement de pays musulmans où on se fait fouetter quand c'est pas couper les mains si on a le malheur d'adorer la croix. Cette scène est indiscutable. Je vous dis juste que votre film, il manque son complément politique. Vous êtes un penseur, un philosophe. Là, on voit le film d'un témoin embarqué et il n'y a absolument ni le prolongement politique, qui est quand même le minimum qu'on puisse attendre de vous, ni le prolongement philosophique. Je trouve ça un peu naïf. Après, le film a ses qualités de document. Je n'ai pas fait un film de prolongement philosophique. J'ai fait un film de guerre. Ah oui. J'ai voulu montrer... La guerre, ça se pense aussi. Hein. J'ai essayé de montrer, surtout, et modestement de penser cette guerre. Parce que quand on est en face de scènes aussi horribles et de comportements d'une telle vaillance et aussi exemplaires, la philosophie, elle doit se faire modeste. Non. Ah ben si, oui, bon, c'est comme ça. Elle doit se faire modeste. Ça ne veut pas dire qu'elle doit abdiquer. Elle ne doit pas se faire absente.
Elle est absente de votre film, je regrette. Je reconnais ses autres qualités, remarquez. Modeste, dans la bataille de Mossoul, je donne la parole, je mets sur le devant de la scène ces vrais personnages qu'on ne voit pas souvent, que vous n'avez pas dû voir si fréquemment que ça. C'est eux les personnages de mon film. Après, je peux ramener ma fraise en faisant de la philo sur la guerre ou en faisant de la... de l'analyse, c'est pas ramener sa fraise. De l'analyse. Ah ben je la ferai, oui. Ah ben, je la ferai. Alors on l'a fait ensemble ici. On l'a fait ensemble et puis on commence. Exactement. On l'a fait là. Alors Éric Zemmour, vous avez pris 253 pages de notes. Non, Allez-y. pas du tout, pas du tout. Je prends des notes sur mes notes, alors enfin. Non, mais ça doit vous faire plaisir pour une fois qu'on vous reproche d'être modeste. Ça doit pas vous arriver depuis longtemps, ça. C'est vrai, mais on me l'a... Oui, être content. Oui, mais je suis assez modeste quand je suis... Mais oui. Et ça ne doit pas être un reproche. Et alors, moi, je commenterai pas le film. C'est vrai qu'il y avait un petit côté Fabrice à Waterloo, quoi. On comprend pas toujours tout ce qui se passe, mais bon, ça a son charme. Mais j'ai compris. Le génie de Stendhal, c'est en effet cette idée dit, Fabrice à que Waterloo. quand on est dans l'œil du cyclone, on ne comprend pas. On ne sent pas la tempête. On ne la comprend pas. De m'expliquer ma propre image. J'ai compris. Si, parce que c'est moi qui l'utilise. Oui. Est-ce que vous savez vraiment tout ce que vous dites? Ça, c'est une judicieuse remarque. Alors, allez-y. Bon, vous voyez, j'ai eu tort de vous faire compliment de votre modestie. Allez. Casser le naturel et revient vite au galop. Du temps. Alors, en revanche, effectivement, vous faites une ode aux Kurdes, aux Peshmerga. C'est un film engagé, c'est pas ça que je vous reproche du tout, pour l'érection d'un Kurdistan qui effectivement attend... L'érection d'un Kurdistan, oui. Qui attend depuis 100 ans, puisque maintenant ça fait 100 ans depuis le traité de Sèvres, etc. Mais en même temps, je vous trouve une formidable constance et une formidable contradiction. Je m'explique. La constance d'abord. En fait, vous passez votre vie à vouloir détruire les États-nations qui existent. Vous avez contribué à la destruction de l'État-nation de Yougoslavie, pour la défense de Bosnie. Vous avez contribué largement à la destruction de la Libye. Vous avez approuvé, puis désapprouvé, mais enfin ça revient au même, à la destruction de l'Irak par les Américains. Maintenant, vous continuez et vous dites qu'effectivement, il faut un Kurdistan, donc ça détruirait l'Irak, quoi que vous en disiez. Ça détruirait aussi la Syrie. Vous étiez pour l'intervention en Syrie qui aurait détruit la Syrie. Bref, vous êtes un magnifique destructeur d'États-nations hérités des différentes guerres et différents du passé. Et il faut voir le résultat. Le résultat, c'est à chaque fois encore plus de guerres, encore plus de massacres, encore plus de mafias, encore plus d'islamistes. Parce que je vous passe la Bosnie, le Kosovo, la Libye aujourd'hui, c'est une catastrophe. Vous devriez faire mea culpa tous les jours. Et encore plusieurs fois par jour. Donc, moi, j'aimerais bien comprendre quelle haine vous portez aux États-nations. Et je reviendrai dans ma contradiction après, parce que je vous laisse répondre quand même. Sinon, après, on va dire que je parle trop. D'abord, il y a des erreurs factuelles. Je n'ai jamais soutenu l'intervention en Irak, la guerre américaine en Irak. À jamais. Non. J'ai tout de suite été contre. Mais moi, la haine que je porte, elle n'est pas... Justement, je n'ai pas l'idolâtrie de l'État-nation. Il y a des États-nations qui sont justes, qui libèrent les hommes, qui les affranchissent, et il y a des États-nations dictatoriaux qui les écrasent et qui les tuent. Il y a deux types d'États-nations. Donc, un État-nation qui, comme... qu'est-ce que vous parliez de la Libye, oui. Un État-nation qui, comme l'État-nation libyen, écrasait son peuple depuis 40 ans, menaçait la population de Benghazi... Vous avez obtenu pire. Mais je ne crois pas. Non, je crois que Éric Zemmour... Attendez. Et puis vous nous avez fait le coup. On laisse répondre Éric Zemmour. C'est vous l'invité ou c'est moi? Allez-y. Rien n'était pire en Libye, rien ne pouvait être pire que le massacre promis par Kadhafi et son fils, les rivières de sang
qu'ils avaient promise à Benghazi. Rien n'était pire. Rien n'était pire que la torture instituée, que les mitraillages en masse dans les prisons. Rien n'était pire que cela. C'est leur problème. Donc le problème, c'est pas l'État-nation en général. Il faut essayer de compter jusqu'à 2. Il y a des bons États-nations et des mauvais États. Ah ben c'est pas moi qui dis ça. C'est les peuples qui décident. Vous avez ceux-là, ils sont gentils, ceux-là, ils sont méchants. Mais vous n'êtes pas Dieu, Bernard Henri Lévy. Je suis désolé de vous décevoir. Mais mon cher Éric Zemmour, c'est pas vous, c'est les peuples qui décident. Oui, les peuples. Eh bien, il y a des moments eux-mêmes. Voilà. Laissez-les se battre eux-mêmes. Oui. Ne venez pas mettre votre grain de sel au nom de la morale. Quand un peuple comme le peuple syrien, l'État-nation syrien, aujourd'hui, il s'est vidé de ses habitants. Vidés. Ils sont au Liban, ils sont en Jordanie, ils sont en Europe, des hordes de familles écrabouillées de souffrance. Cet État-nation dont vous parlez, il s'est vidé de ses habitants. Il a sur la conscience 400 000 morts. L'essentiel de ce pays s'est soulevé contre la dictature. C'est pas moi qui décide, c'est aucun Dieu le Père, c'est les Syriens eux-mêmes qui disent on veut plus de Bachar al-Assad et on ne veut pas de son jumeau. Et on ne veut pas de son jumeau. C'est pas vrai, c'est des Syriens. C'est pas les Syriens. Il y a des millions de réfugiés. Est-ce que vous savez ce que c'est que des millions de réfugiés qui ont quitté la Syrie? Est-ce que vous savez ce que c'est que 400 000 victimes? 400 000. C'est le produit de la guerre. Mais ce n'est pas des produits de la guerre. Combien il y a eu de morts en Irak à cause de l'intervention américaine? C'est des produits de la combien il y a eu de morts à cause de votre intervention en Libye? Combien de massacres? Combien de destructions? Mais faites le bilan. Et combien de morts à cause de la destruction américaine? C'est la même chose. Mais je mélange pas tout, c'est les mêmes principes. C'est des interventions au nom des droits de l'homme, des interventions soi-disant humanitaires, qui font plus de mal que le mal je pense que si on était intervenu en Syrie en 2011 ou en 2012, le bilan serait vraisemblablement moins tragique que celui d'aujourd'hui. Moi, s'il y a une chose pour laquelle je fais mea culpa, et en effet plusieurs fois par jour, c'est de ne pas avoir eu la voix assez forte, de ne pas avoir trouvé les bons arguments pour arrêter cette horreur, ce carnage quotidien dont la Syrie est le théâtre. On ne nous mettra pas d'accord là-dessus. Le vrai naufrage de notre génération, c'est Alep. Et ce sera demain, si nous le laissons faire, Idlib. Ça, c'est un naufrage. Mais arrêtez de rejouer la guerre d'Espagne. Mais je rejoue pas la guerre. On n'a aucun drame dans notre génération. Il n'y a aucun drame à Alep. Il ne s'est rien passé à Alep. La guerre fait partie. Bernard Henri Lévy, la guerre fait partie. Il n'y a aucun drame à Alep. Et vous passez votre temps. Vous êtes allé voir un jour les camps de réfugiés en Libye, en Jordanie. Vous avez interrogé une fois une de ces familles de réfugiés syriens qui sont partis sous les bombes au phosphore, qui se sont fait massacrer sous les gaz chimiques. Alors arrêtez de dire qu'il n'y a pas de drame à notre époque. Cela est un drame sans nom. Le peuple syrien est l'objet et la victime d'une tragédie sans nom. Ne dites pas qu'il n'y a pas de drame à notre époque. Moi, je vais vous dire, Bernard Lévy, il y a une grande différence entre vous et moi. C'est que vous, ce qui vous importe, c'est le sort des autres, alors que moi, ce qui m'importe, c'est le sort du peuple français. Ça fait une grande différence. Ça, c'est vrai. On est d'accord? Je vous ai déjà dit... Moi, les deux m'importent. Non, c'est pas vrai. Je vous ai déjà dit, monsieur Bernard-Henri Lévy, vous êtes l'incarnation de la célèbre phrase de Rousseau, méfiez-vous de ces philosophes qui aiment des gens loin, oui, pour ne pas aimer leurs voisins. Vous êtes l'incarnation de cette célèbre phrase de Rousseau. Maintenant, deuxième chose, la contradiction. Vous nous faites l'éloge des Kurdes, des combattants Peshmerga. Et puis vous enrobez ça ce sont des démocrates, vous nous avez déjà fait le coup avec la Libye, c'était tous des démocrates, comme c'est extraordinaire, c'est tous des Condorcet, votre histoire, c'est magnifique. Non mais c'est beau comme l'antique. Attendez, non, mais je vais au bout. Vous voulez qu'on débat? C'est une émission de débat ou pas? Justement, mais vous m'avez pas laissé parler. Il s'est passé une chose pas mal, vous qui êtes soucieux, et on l'est tous, de Daesh et du djihadisme. Il s'est passé un truc assez intéressant en Libye, c'est que ce sont les Libyens eux-mêmes, sans les forces spéciales américaines, sans aviation, qui ont bouté Daesh hors des villes où ils s'étaient implantés. Mais attendez, à Derna, je sais pas. Vous lisez les journaux. Et bien sûr que à Derna et à Sirte, ce sont les citoyens libyens issus de cette révolution du 17 février
qui ont foutu Daesh dehors, qui l'ont défait. Ça, c'est un fait. Oui, mais j'ai rien dit. Je peux continuer ma démonstration. Oui, voilà. Oui, mais justement, donc, vous défendez les Kurdes, vous défendez les Peshmerga. Et vous dites, il faut un Kurdistan, un État kurde, très bien. Mais ces Kurdes, monsieur Bernard-Henri Lévy, ils se battent pour qui? Ils se battent pour leur peuple, ils se battent pour leur terre, ils se battent pour leur mort. Tout ce que vous nous avez... Non, ils ne se battent pas pour moi. Non, ils se battent pour eux. Tout ce que vous avez... Laissez-moi finir. Tout ce que vous avez dénoncé pendant des décennies, la terre, les morts, ça vous rappelle quelque chose, tout ce que vous nous avez enseigné à détester, moi vous n'avez pas réussi, mais tout ce que vous avez nous enseigné à détester, la terre et les morts quand il s'agit du patriotisme français, vous nous avez traités de barésiens, vous nous avez traités de pétainistes, etc. Et là, quand c'est plus des Français, quand c'est des Kurdes, alors là, ils sont formidables. Ils sont formidables, ces gens. Ils se défendent pour leur pays, ils se défendent pour leur nation. Mais, monsieur Bernard-Henri Lévy, vous ne pouvez pas être Zola à Paris et Barès à Ninive. Ça, c'est pas possible. Il faut choisir. Donc, soit vous êtes Barès dans les deux camps, soit vous êtes Zola dans les deux camps. Mais vous ne pouvez pas être l'un et l'autre. On va vous bâillonner et vous allez pouvoir répondre. Voilà. Vous savez... Apparemment, vous ne m'avez pas bien lu. Moi, je fais que ça depuis 30 ans, j'étais tout petit. Bah oui. Pas assez. Et je vous ai même relu pour mon livre, comme vous le savez. J'ai même relu l'idéologie française, parce que j'ai fait un chapitre là-dessus. J'ignorais. Bon, ah oui, peut-être. Oui, ça me dit quelque chose. C'est pas Barès et Zola. Moi, les morts. Le respect des morts, c'est pour moi une valeur fondamentale. Je vis avec ça. Vous savez, il y a ce si beau mot de Baudelaire. Nous sommes les tombeaux de nos morts. Il disait ça à propos de son père, François Baudelaire, le prêtre défroqué dont il avait... Bon, donc... Au contraire, je trouve ça très beau d'être habité par ces morts, de ne pas les jeter aux chiens, de ne pas les jeter dans l'oubli, de ne pas les laisser se transformer en petits fantômes mal honorés. C'est beau, le respect des morts. C'est beau, le respect et l'hommage aux siens. Moi, là où je suis pas d'accord, c'est quand on oppose les deux. C'est pas soi ou les autres. On n'a pas à choisir entre les morts français et les morts du reste du monde. Les deux peuvent marcher ensemble. Et ce qui me bouleverse chez les Kurdes, c'est que justement, alors, comme peut-être ce qu'il peut y avoir de meilleur dans notre pays, c'est que ils arrivent à faire les deux à la fois. C'est qu'ils arrivent à honorer leur mort et à honorer leur mémoire, tout en... Quand je vous disais qu'ils se battaient pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont conscience, et ils ont raison, d'être depuis des années, les sentinelles, le bouclier et parfois le fer de lance de la civilisation ou de la liberté face à Daesh. Et ils ne le font pas seulement pour eux. Et je vous assure, allez un jour, faites un reportage sur ces premières lignes kurdes, écoutez-les. Je blague pas là, c'est très important. Mais j'ai rien contre eux, vous avez compris. Je suis pas hostile aux Kurdes. Ce qu'on entend J'essaie de montrer vos contradictions. Mais c'est pas une contradiction. Ce qu'on entend le plus souvent chez eux, c'est nous sommes là pour nous et pour vous. Nous défendons notre Kurdistan chéri et nous défendons le monde libre. Aidé par l'aviation américaine, les Français. Mais comme vous êtes cynique, mais comme vous voyez les choses par le réaliste. Alors Éric Zemmour, laissez la parole à votre ami Éric Nolot. Voilà. Les crises blanches, puisque j'en porte une noire. Mais monsieur Bernard-Henri Lévy, on a quand même le droit, sans que vous poussiez les hauts cris, de se demander la chose suivante. En Irak, si on considère tous les éléments de la situation, on a quand même le droit de se demander si on n'a pas perdu au change en renversant cet infâme dictateur qui était Saddam Hussein. On a quand même le droit de se poser la question. Qu'est-ce qui se passait avant, ce qui se passe après? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que vous voyez bien que toutes les opérations militaires, que ce soit des invasions ou des guerres civiles, ont des conséquences. Et je reviens à mon reproche principal. Ce n'est absolument pas pensé dans votre film. C'est-à-dire que les Kurdes, là, ce qu'ils font pour l'instant, c'est admirable, de courage, et en effet, plus ils mettront sur la gueule de Daesh, et plus on sera content. Mais simplement, il y aura des conséquences extrêmement graves de cette émancipation kurde, et je voudrais, à un moment ou à un autre, qu'on la pense au lieu qu'on la subisse. Donc il y avait deux questions en une, l'Irak et le Kurdistan. Bien sûr qu'il y aura des conséquences. Et l'un des péchés de notre temps, c'est cet instantanéisme, cette incapacité à voir plus loin que le bout de son nez. Moi, si j'ai un regret pour la Libye, c'est pas
d'avoir encouragé cette rébellion contre la dictature, c'est que mon pays et ses alliés n'aient pas fait le suivi, qu'ils ne se soient pas occupés après de ce qu'allait devenir cette nation libérée. Vous êtes un colonisateur, Bernard-Henri Lévy. Mais vous êtes le Jules Ferry du 21e siècle. Je suis un... Non mais franchement, c'est noble, c'est noble. Je suis un ami vous les occupez de la terre entière. C'est de la colonisation. Je suis un ami conséquent des droits de l'homme. Et de la terre entière, oui, parce que je crois que la France fait partie des quelques pays qui ont quelque chose à dire au monde. C'est vrai que si j'étais finlandais ou luxembourgeois, peut-être que je raisonnerais pas de la même manière. Mais être français, être l'enfant d'un pays qui a été le pays du général de Gaulle, qui a été le pays d'André Malraux, qui a été le pays d'Émile Zola, c'est pas rien. Noblesse, Éric Zemmour. Vous dites pas que c'est rien. Noblesse oblige. Vous dites que c'est néocolonisateur. Non, noblesse oblige. Donc quand on est porteur de cet héritage-là et quand on en a les moyens, je crois que c'est en effet très important de faire en sorte qu'une parole soit portée au-delà de nos frontières. Moi, vous savez, j'étais il y a 1 an ou 2 en Ukraine. J'étais vachement fier quand, pas pour moi, pour la France, quand les responsables du Maïdan m'ont demandé de parler au peuple rassemblé. Et j'ai parlé ce jour-là, pas au nom de la France, mais au nom de ces valeurs et de cette culture française dont je suis tout entier fabriqué. Vous avez raison, j'avais oublié ça dans vos pays que vous avez contribué à détruire, l'Ukraine. C'est vrai, vous faites bien de me rappeler. Voilà, vous voyez. J'ai pas fini. Vous n'avez pas répondu à cette question. Est-ce que les principes, tout à fait honorables, que vous énoncez, valent en tout temps et en toutes circonstances? Je vous posais la question de Saddam Hussein. Est-ce qu'il fallait, je prends Saddam Hussein, je pourrais prendre d'autres exemples, est-ce qu'il fallait à tout prix appliquer le principe des droits de l'homme, ou est-ce qu'il ne faut pas quand même considérer ce que cette application de ce que Zemmour appellerait le droit de l'hommisme peut produire des faits non seulement négatifs, mais ravageurs et même criminels? Et ça, c'est juste. Il y a, en philosophie, une théorie de la guerre juste, qui date de Saint-Augustin et qui va jusqu'à aujourd'hui un grand penseur américain qui s'appelle Michael Walzer. Il y a des critères d'une guerre juste. Premièrement, il faut que tous les autres moyens de pression aient été tentés et qu'ils aient échoué. Deuxièmement, il faut que l'intention soit juste. Troisièmement, il faut avoir, non pas la certitude, mais la conviction que le mal que l'on va commettre, bien sûr qu'il y en a, sera inférieur au mal que l'on va empêcher. Et quatrièmement, il faut qu'il y ait une forme de légitimité, on disait autrefois morale, aujourd'hui on dirait internationale. En Irak, aucune de ces conditions n'était réunie. C'est la raison pour laquelle, dès le premier jour, j'ai dit que c'était une erreur, qu'il ne fallait pas. Il fallait tenter d'autres choses contre Saddam Hussein. Dernier point, 5e point, il faut, pour qu'une guerre soit juste ou qu'elle ne soit pas injuste, il faut qu'elle réponde à une demande, à un appel, à une supplique de la part des gens concernés. Mais qui en décide alors? Et voilà, Bernard-Henri Lévy. Qui en décide? Non, pas qui en décide. Par exemple, c'est tout le problème. Qui en décide? Oui. Les peuples eux-mêmes. En Libye, il y avait, par exemple, une portion considérable de la population libyenne organisée dans un conseil national de transition qui avait sa légitimité, qui a appelé à l'aide les puissances internationales. Il y avait une résolution des Nations Unies qui a plaidé en ce sens et qui a autorisé cela. Il y avait, et ça j'ai été assez bien placé pour le voir, je parlais avec Nicolas Sarkozy souvent dans ces semaines-là. Tous les moyens diplomatiques, toutes les pressions possibles avaient été essayées. À un moment donné, on s'aperçoit que, hélas, il n'y a pas d'autre moyen, en effet, que de faire usage de la force. C'est l'honneur des démocraties, je crois, que d'être capable de penser ce moment-là. Dans cette affaire, puisque vous insistez beaucoup sur cette affaire, vous excluez qu'il y ait eu d'autres motivations dans cette campagne libyenne, des choses plus personnelles, plus politiques du côté de Nicolas Sarkozy. D'un financement de partis, par exemple? Enfin, tout ce qui s'est dit, tout ce qui est sorti. Oui, tout ce qui s'est dit. Écoutez, oui, personnellement, je ne crois pas à cela. Et puis, vous oubliez quand même quelque chose, c'est que la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, que vous mettez en avant, ne réclamait pas et ne permettait pas la fin de Kadhafi. Et les Russes nous en veulent beaucoup là-dessus, à juste titre. Oui, les Russes nous en veulent de temps. Les Russes, ils en veulent
au modèle de civilisation européen. Mais non, les Russes, ils en veulent. Européens, les Russes. Les Russes, ils en veulent à la France héritée du général de Gaulle. Pas du tout, pas du tout. Poutine et la Russie. Pas du tout. Deux choses c'est de ça qu'on parle. Quand vous dites les Russes nous en veulent, c'est pas Monsieur Navalny aujourd'hui et Monsieur Nemtsov hier qui en voulaient à la... Et il a raison. Voilà. Et il a raison. Je vous répète que Poutine... Oui. Il n'en veut pas à la civilisation européenne. Ah bon? C'est un Européen, Poutine. Il nous en veut de tant de choses. Non, Poutine. pas du tout. Et il a raison. Il a raison, oui, il a raison sur beaucoup de choses. Il nous en veut et il a tort. Et au moins, il défend son pays, c'est pas comme nous. Bon. Alors, voilà. Non, mais répondez. Propos digne d'un intellectuel. Non. Poutine, au moins, défend son pays. Oui, monsieur Bernard-Henri Lévy. Pas comme nous. Eh bien oui, il défend les intérêts de son pays et il ne met pas des pseudo-principes humanitaires. Je crois qu'il ne les défend pas. Je crois justement que l'image... Ça n'a rien de sommaire de défendre les intérêts de son pays. Le général de Gaulle défendait son pays, il ne se cachait pas derrière les droits humanitaires. Mais non, mais vous citez le général de Gaulle. Je suis un immense admirateur de la Russie. À l'époque où vous étiez en barboteuse, j'essayais d'être autant que je le pouvais aux côtés des dissidents, aux côtés de Solzhenitsyn, aux côtés des hommes de la liberté psychiatrisés par le régime. J'aime ce peuple, j'aime sa propension à la liberté. Eh bien, je dis qu'aujourd'hui, l'administration russe, Monsieur Poutine, sont une insulte à la grande âme russe. C'est pas ce que pense C'est une insulte à Makarov. C'est une insulte à Solzhenitsyn. Pas du tout. Donc moi, c'est par amour de la Là, Russie. je reprends. C'est par amour de la oui, Russie. regardez, Max, la télévision. C'est sur moi que ça se passe. Avant sa mort, Solzhenitsyn Non, ne lâchez pas. C'est sur moi que ça se passe. D'accord. Et il m'a donné raison pour une fois. On va passer, puisque vous parliez de Nicolas Sarkozy, est-ce que vous avez des nouvelles? On va passer un peu à la campagne française. Est-ce que vous avez eu de ces nouvelles? Est-ce qu'il va bien? Des nouvelles de quoi? De la campagne française? Nicolas Sarkozy et de la campagne française, je suppose que vous en avez, oui, ça va être un nom. C'est une habile transition que je viens de faire. Comme vous le... Des nouvelles de Nicolas Sarkozy? Non. Bon. Pas particulièrement. Alors, mais... deuxième question, est-ce que vous regrettez qu'il ait été défait à la primaire? Ça, c'est deuxième question. Troisième question, est-ce que vous êtes toujours un homme de gauche? Est-ce que j'ai des nouvelles de Sarkozy? Non, mais je peux vous en donner quand même si vous voulez. 2, est-ce que je regrette qu'il ait été défait à la primaire? Oui. J'avais dit à l'époque, et je ne vais pas me dédire aujourd'hui, que celui qui me paraissait le plus à même de mener cette campagne républicaine à droite et de faire barrage au Front National, c'était Nicolas Sarkozy. Donc j'ai regretté qu'il soit battu. 3, est-ce que je suis toujours un homme de gauche? Oui, mais ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Je crois que ce n'est pas ça la question fondamentale. La question fondamentale, c'est... Je crois que si. Non, là, pour une fois, il a raison. La question fondamentale, c'est comment on fait échec au djihadisme. La question fondamentale, c'est comment on défend le modèle européen face aux tenants de l'eurasisme chez Poutine et chez d'autres. Et la question fondamentale, c'est 3, comment on fait pour que Marine Le Pen n'arrive pas au pouvoir. Je suis pas d'accord avec vous sur le premier point pour une raison très simple. Là, vous êtes vraiment bien placé pour le savoir. C'est que pendant des dizaines d'années, la gauche a dominé idéologiquement les débats. Ce n'est plus le cas. C'est plutôt Éric Zemmour et ses frères de pensée qui maintenant dominent de manière d'ailleurs tout aussi hégémonique. Et il me semble que l'urgence, c'est au contraire de savoir ce que c'est que d'être de gauche et de redéfinir à nouveau frais une pensée de gauche. Donc quand vous l'évacuez, je suis pas d'accord. Sinon sur le reste, alors faites-le. Oui, enfin, moi c'est pas mon urgence. C'est quelque chose de collectif. Oui, enfin, que d'autres le fassent. Moi, je vous dis, mon urgence aujourd'hui, c'est de savoir comment, après la défaite de Daesh à Mossoul, on évite les attentats. Ça me semble très important. Oui. Deuxièmement, Marine Le Pen, je crois, est vraiment aux portes du pouvoir. Comment on fait? Alors, vous avez comment on fait? Comment on fait pour convaincre les agriculteurs français, par exemple, dont je voyais qu'ils sont de plus en plus nombreux à être tentés par cette espèce de fausses voix. Comment on fait pour les convaincre que c'est une erreur colossale? Comment est-ce qu'on fait pour les convaincre qu'ils vont se faire arnaquer par Marine Le Pen? Comment est-ce qu'on fait pour rappeler que ces gens qui prétendent aux plus hautes responsabilités de l'État insultent les formes de l'État de droit, les fonctionnaires, refusent de déférer aux convocations de la justice, et ainsi de suite. Voilà, ça pour moi c'est le plus important. Et je vous assure que pas... Non, je vous dis ça parce que gauche-droite, je vois comment les deux candidats estampillés de gauche, là il y en a deux, hein, il y a M. Hamon et M. Mélenchon. Et pas Macron? Il n'est pas de gauche pour vous? Non, lui il dit qu'il est et de droite et de gauche. Donc je parle de ceux qui sont estampillés de gauche, ceux qui prétendent répondre apparemment à la question posée par Éric Nolot.
le spectacle qu'il donne est pitoyable. C'est tantôt les négociations à la façon Guy Mollet, dans la pire tradition de la plus minable des démocraties parlementaires, et puis tantôt après, c'est une espèce de raideur stalinienne, et finalement ça termine dans l'esprit boutiquier. Donc, honnêtement, dans les 55 jours qui restent avant la présidentielle, ça me semble pas être la question principale d'arbitrer entre qui c'est qui est le plus à gauche, entre Mélenchon et Hamon, mais je m'en fous. Et est-ce que vous avez choisi votre candidat, vous? Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter? Oui, Macron. Oui, je le dirai le moment venu. Macron. Oui. Moi, je vous le dis déjà. Oui, bah vous êtes très malin. Ouais, mais je vous connais par cœur. J'étais tout petit, vous l'avez lu. Eh oui, Vous m'avez lu. Je suis dans votre cerveau. Je sais Vous soutenez Emmanuel Macron, Bernard-Henri Lévy? Vous soutenez Emmanuel Macron? Mais oui, évidemment qu'il va soutenir Macron. Vous savez, quand je dirais, s'il ne fallait pas de soutenir, je voterai. Et je voterai pour l'un des candidats en lice. Je dirai pourquoi. Je voterai pour celui qui me semblera le plus à même de répondre à ces trois questions. Emmanuel Macron. Je voterai pour celui qui me semblera le plus à même de faire barrage au Front National, de défaire Daesh et le djihadisme, ce fascisme d'aujourd'hui, et enfin de résister à Poutine. Voilà, c'est ça les trois questions principales. Le reste, c'est très important, c'est de la politique classique. Mais aujourd'hui, nous sommes à un moment de crise de civilisation, de nouvelles crises de la conscience européenne, et c'est pas être de gauche, être de droite, c'est ça les grandes questions. Monsieur Bernard-Henri Lévy, est-ce que vous ne pourriez pas comprendre, au-delà de vos, de vos habitudes idéologiques, je dis ça sans ironie, quand vous allez voir des Kurdes qui disent, en fait, on est chez nous. Vous devriez comprendre les Anglais qui votent pour le Brexit en disant on est chez nous, les Américains qui votent pour Trump en disant on est chez nous, et les Français qui votent Marine Le Pen en disant on est chez nous. Vous devriez les comprendre. Mais ils sont pas si cons que ça, les Kurdes d'Éric Zemmour. Ils sont pas si cons que ça. Ils disent pas on est chez nous. Ils ajoutent deux choses. Après avoir dit on veut notre État, ils ajoutent deux choses. Un, ils veulent justement se fédérer avec les pays voisins. C'est aussi important pour eux d'être chez nous. Ils veulent établir des liens avec la Turquie. Ils veulent conserver des liens avec le reste. Prendre une tannée. Non, mais là, ils veulent conserver des liens forts avec l'Irak. Ils veulent établir une forme de co-appartenance avec les autres peuples kurdes dont ils ne veulent pas. Puis deuxièmement, on est chez nous. Il y a une grande différence avec les crânes rasés de la pensée qui disent on est chez nous en France. Vous avez vu les salles du Front National? C'est qu'eux, ils accueillent des réfugiés. C'est que les Kurdes, ils disent on est chez nous, mais ils accueillent des centaines de milliers de réfugiés. Et nous, ça fait 40 ans qu'on accueille avec une générosité. Vous avez vu mon film, cette petite fille qui arrive avec son petit chat qu'elle a sauvé à Mossoul, ce garçon qui vient retrouver sa maman dans un bus. Ce sont des réfugiés qui viennent de Mossoul, dans lesquels se sont peut-être glissés des terroristes. Les Kurdes les accueillent à bras ouverts. Donc moi, ce qui m'intéresse chez les Kurdes, c'est on est chez nous, mais c'est aussi la fraternité. Et l'un sans l'autre. Vous devriez embrasser les mains des gens qui, depuis 40 ans, ont accueilli en France des millions et des millions et des millions d'immigrés. Ah oui, réfugiés. D'immigrés en général. Pas tous les immigrés, les réfugiés. C'est pareil. Les réfugiés, les immigrés, Éric Nolot. Retourner à l'école. Alors, à l'école, une seconde. Aujourd'hui, le migrant, pour parler comme aujourd'hui. Le patriote. Non mais j'espère que vous. J'ai très bien compris ce que c'est la distinction. Alors, la vraie question. Vous avez très bien compris aussi ce que je veux dire. C'est comment les peuples qui me paraissent aujourd'hui les plus être dans un grand moment de noblesse, c'est ceux qui pensent ensemble le patriotisme et l'hospitalité. Voilà, ça c'est deux grandes valeurs. Être patriote et hospitalier, ça c'est la grandeur d'un peuple. Et c'est le cas, c'est pas les seuls, c'est le cas des Kurdes. Mais Éric Zemmour parlait tout à l'heure de votre constance. Moi aussi, je relève une constance chez vous, mais je la porte à votre passif. Ce qui est extraordinaire dans votre définition du candidat idéal, c'était d'ailleurs le travers qu'il y avait déjà dans votre livre, ce grand cadavre à la renverse, c'est que vous êtes porteur d'une pensée quand même de gauche, disons, où il n'est jamais question d'économie. C'est-à-dire que parmi les priorités que vous avez identifiées, il n'y a absolument pas sortir de la misère les 9 millions de Français qui sont en dessous du seuil de pauvreté, les 5, 7, on ne sait plus maintenant, peut-être 8 millions de chômeurs qu'il y a.
Tout ce qui relève de l'économie, du social, de la pauvreté, des exclus de la mondialisation, ça vous passe là. Vous êtes sur un logiciel, non mais vous êtes sur un logiciel de gauche quand même très particulier. Donc vous vous retrouvez dans le libéralisme de Macron forcément. Mais non. Mais si, parce que ça c'est logique. Donc tout vous pousse vers Macron. Parce que je suis modeste. Le suspense. Parce que je suis modeste. Ça fait 2 fois. Mais oui, mais je le suis. Vous avez épuisé votre quota de la. Mais non, mais je le suis plus que vous ne le pensez. Et il y a des domaines où j'admets que je ne suis pas compétent. Enfin. Oh, attendez. Pardon, mais je n'ai pas de formule, moi, pour sortir la France misérable de sa misère. Je n'ai pas de formule pour renverser la courbe du chômage. Je n'ai pas de formule pour corriger les excès de la mondialisation. Enfin, donc, vous pourriez quand même vous demander si dans le programme de votre probable champion, M. vous ne savez Macron, pas qui il y est a mon de quoi. champion. Et vous ne savez pas qui est mon champion. Mais non. On le sait, on est 4 à savoir. Plus le public. Donc, est-ce que vous pourriez pas vous demander si dans le programme de Macron, il y a quand même quelque chose qui pourrait aller dans ce sens-là? Moi, il me semble que quand même dans une pensée de gauche, persiste à dire vous êtes un penseur de gauche, il devrait y avoir quand même un peu d'économie, un peu de social, enfin en tout cas un peu de préoccupation autre que les droits de l'homme et Daesh qui ont évidemment leur importance. Écoutez, il y a si peu de gens aujourd'hui qui s'intéressent aux droits de l'homme. Il y a si peu de gens qui vont sur le terrain, au contact, s'occuper de Daesh. Donc voilà, je fais ça. Voilà. S'il y en avait d'autres, ben je me mettrais peut-être à faire des études d'économie. Mais il y a tellement de gens qui ont leurs idées sur l'économie, sur le chômage, etc. Je suis sûr qu'il y a des tas de gens là qui ont raison. Enfin... Mais alors du coup, est-ce que vous êtes un déçu du hollandisme ou vous aviez... Pas du tout. Je pense que je ne suis pas un déçu du hollandisme. Je pense que Hollande a été un très bon président. Oui. Et je suis de ceux... Ah ben, je répète, je pense. Vous avez l'air d'être en minorité. Je pense que, ben oui, il paraît qu'on est quelques pourcents. Je pense que François Hollande a été un très bon président. Je pense qu'on réévaluera donc vous allez voter pour le moment venu son bilan. Je pense que il a sa probité, ses grands engagements internationaux et son courage, et puis ce qu'il a tenté de faire sur le front intérieur français. C'est cohérent. C'est cohérent avec ce que vous avez dit avant. Ben oui. Bah oui. Mais oui, il est très cohérent. Non, c'est cohérent. Ça me il est semble constant être et à cohérent. l'honneur de la fonction et à l'honneur du pays. Et je fais partie de ceux qui, lorsqu'il a annoncé qu'il renonçait, se sont dit quel dommage. Quel dommage. Bien. Messieurs, un petit mot? Moi, je suis... Vous êtes stupide. Non, je savais que vous pensiez ça. Vérifiez. Je savais que vous pensiez ça. J'essaie de me mettre à la place Je pensais, mais... de gens de gauche de la base qui se disent, bah, au fond, c'est vrai qu'il y a deux gauches irréconciliables. Il y a mais celle je crois qu'il y a deux gauches irréconciliables. Non, mais il y a celle qui est en prise avec les difficultés du quotidien. Puis il y a une gauche qui est un peu hors sol, qui a sa noblesse, qui se préoccupe des damnés du monde. Bon, voilà. Et puis au fond, on n'a rien à se dire. Quoi, je crois qu'il y a en effet deux gauches irréconciliables. Il y a la gauche qui fait son deuil de la liberté et il y a la gauche qui tient à la liberté. Il y a la gauche qui prend au sérieux la devise républicaine, c'est-à-dire qui tient à penser ensemble les trois mots. Égalité, liberté, fraternité, et celle qui les tronçonne et qui fait passer par exemple l'égalité avant la liberté. Et ces deux gauches-là, autrement dit la gauche réformiste et la gauche totalitaire, je crois qu'elles sont irréconciliables. Et que l'un des mauvais signes de ce temps... Mais la frontière, vous la mettez où? C'est quoi la gauche totalitaire aujourd'hui en France? Il y a une tradition de la gauche totalitaire, je ne dis pas qu'elle est vivante aujourd'hui, mais je dis qu'il y en a des restes ici ou là, et cette idée d'une grande famille de la gauche, ou d'un arbre de la gauche qui aurait deux branches, la branche autoritaire et la branche libérale, je crois que c'est une idée fausse. Et je me souviens, j'avais un ami il y a très 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 longtemps, qui s'appelait Maurice Clavel, qui était un merveilleux écrivain, un bon philosophe et un grand ami. Il avait coutume de dire et de répéter, pour vaincre la droite, il faut casser la gauche. Ben, je crois qu'il avait raison et je crois que c'est enfin vrai. Casser la gauche, ça veut dire se débarrasser une bonne fois de ces relents robespierristes qui perdurent encore aujourd'hui dans certaines zones de la gauche française. Moi, je trouve que vous avez raison. Il y a deux gauches irréconciliables, mais il y a la gauche de la nation qui a inventé la nation et qui n'a pas renié la nation, et il y a la gauche qui a renié la nation au profit d'un universalisme de pacotille dont vous êtes l'incarnation absolue. Alors, une petite réponse, forcément... Oui, pourquoi? Moi, je vous insulte pas. Oh, c'est pas une insulte, c'est une taquinerie, allez. Je vous insulte pas. Moi, je suis en effet un homme. J'ai dans ma mémoire. Universaline dévoyé. Voilà. Je retire pacotille. Pour moi, Valmy
et ce que vous appelez l'universalisme me semble pouvoir aller ensemble. La phrase de Malraux, la phrase d'André Malraux, ministre du général de Gaulle, la France n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle l'est pour tous les hommes, me semble être une des plus belles phrases politiques qui ait été prononcée en langue française. On fait Valmy quand on est le pays le plus peuplé d'Europe et qu'on est, comme on disait à l'époque, la Chine de l'Europe. On ne fait pas Valmy, on ne défend pas l'univers entier quand on est 60. Éric Nolot, allez chercher le gaffeur pour le bâillonner. Allez chercher le gaffeur. Là, on a une petite conclusion, Bernard-Henri Lévy, mais je crois que vous avez tout dit, non? Je voulais juste rappeler, moi, la bataille de Mossoul, en diffusion samedi à 18h35 sur Arte. Vous aviez quelque chose à ajouter? Je répète, la France n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle l'est pour tous les hommes. C'est cette phrase que j'avais en tête au Kurdistan et en Irak pendant cette bataille de Mossoul. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Dans quelques instants, Joe Star, Éric de Montgolfier. Mais auparavant, c'est l'heure de Tanguy Pastureau. Voici Tanguy pour sa semaine folle. Attendez, Bernard-Henri Lévy, vous restez un petit peu avec nous. J'ai pas l'air con de passer après tout ça. Restez un petit peu avec nous, Tanguy. On se retrouve après la pub avec tous nos invités. Merci encore, monsieur Bernard-Henri Lévy, d'être venu sur notre plateau. Pub. De retour sur le plateau de Zemmour et Nolot. Avant de vous laisser la parole, Tanguy, je voulais dire que nous allons évidemment parler des rebondissements de la campagne française, que nous accueillerons Éric de Montgolfier, que nous accueillerons Joe Star et que tous nos téléspectateurs peuvent réagir sur les réseaux avec le hashtag ZenPP. Mais maintenant, Tanguy, c'est enfin à vous. Oui, cette semaine, tous les politiques sont allés tâter de la croupe et lustrer de la mamelle au Salon des Vaches, dont NKM, qui a le corps de la Reine des Neiges, mais l'âme de Roger, chasseur de 54 ans, dont 42 bibines, puisqu'il est juste venu siffler des bières. Du coup, défoncé, elle a donné du foin à des bêtes qui en avaient déjà plein. Puis elle s'est rendue à Londres où elle a aussi bu des bières. Sa vie n'est qu'un fût sans fond. C'est la seule dame à avoir plus de grammes que de kilos. Alors cette semaine, Bruno Le Maire aussi était porte de Versailles. Le rôti de veau, c'est Bruno. Le cul de la fermière, c'est le maire. Avec le président de l'heure, Sébastien Lecornu, qui porte le nom idéal pour le salon. C'est comme si Truman Capote était venu au Hôte d'Or. Puis le maire est devenu membre de la confrérie du cochon, à laquelle appartiennent déjà DSK, Denis Baupin et 700 collègues. C'était le seul à pas y être. Cette semaine, Bayrou, l'unique membre du Modem, a rejoint Macron, un gamin qui l'a attiré à lui en lui offrant des bonbons. Puis, il est allé au salon où il a bu la seule bière qu'avait laissée NKM, qui entre-temps était passée à l'Agnole de Châtaigne. Alors Bayrou a même fait du beurre, son premier travail manuel depuis 30 ans. Il s'est donc fait 7 claquages et est en observation à l'hôpital américain de Neuilly. Cette semaine, François Hollande a lui fait ses adieux au salon, où il a bu de la bière, comme tout le monde, cul sec, mais plus du vin. NKM à côté, c'est le PDG de l'Orosana. Du coup, ivre, il s'est mis à penser à son quinquennat et ça l'a plombé, autant que quand il fait ça à jeun. Puis il a écouté un paysan lui parler et lui a dit « Oui, ta gueule, la boule le fromage ». Il a croisé le taureau Hannibal, dont on voit de suite au regard qu'il n'est pas socialiste. En cela, les animaux sont comme nous. Même le lendemain de l'affaire Gaillard, Trierweiler lui faisait pas cette tête-là. Alors il s'est rabattu sur Marguerite, une vache gentille, dont c'est étrange, il a saisi la corne de la même manière qu'on attrape le pénis d'un Allemand libertin au Cap d'Agde. Les légionnaires en manque qui vont moins franco avec les bêtes. Alors cette semaine, Ségolène Royal est allée elle aussi au salon où elle a attrapé une petite chèvre. Regardez, la même qu'avait Hollande juste avant. Ce doit être un gosse caché un peu raté dont il se partage la garde. Puis Royal s'est dit allez, il reste de moi, je m'en fous, je me lâche. Et elle a déboulé au carnaval de Dunkerque déguisée en Pépito avec Patrick Caner en Line Renault. Depuis, il a embauché chez Michou. Ils ont jeté à la foule des harengs, un sous-vide, puis du taboulé garbite en boîte, donc il y a eu 30 morts. Royal s'est enfin recueillie sur la tombe de Paul Prébois et elle a accepté la demande en mariage de Cyril Hanouna. Alors cette semaine, Jean-Yves Le Drian a dit adieu à ses potes africains. Il n'est pas raciste, il a plein d'amis noirs. Alors il a vu le président tchadien, un noir en blanc et un blanc en noir, on aurait dit un drapeau à damier. Les gens en voiture qui les ont vus passer ont démarré à fond. Puis il a dit à ses gars, écoutez, fini le soleil pour moi, je rentre à Rennes. Il a voulu boire une bière pour oublier, mais NKM avait descendu tout le stock mondial.
Cette semaine, miracle, Copé et Fillon, le pauvre, ont fait la paix. Copé a invité Fillon chez lui à Meaux. Alors comme tous les vieux couples qui n'ont plus rien à se dire, ils ont regardé la télé. Puis Copé l'a traîné à la confrérie du Brie. C'est comme celle du cochon mais sans sexe. Le Brie est à l'image de la campagne de Fillon. Au début c'est solide et après ça coule. Alors après avoir bouffé du Brie, ils ont à nouveau renoncé à se parler. Cette fois à cause de la laine. Prochaine réconciliation en 2024. Cette semaine, Benoît Hamon a fait alliance avec l'écolo Yannick Jadot. Une grande gigue élevée au 100% bio. S'il mange un Kit Kat, il convulse. Alors le souci c'est qu'il fait 2 fois la taille de Hamon. Et qu'on ne voit que lui, avec sa tête, il cache même l'adresse du site. C'est le seul allié dont on dirait que c'est le garde du corps de l'autre. Hamon a depuis réglé le problème, il l'a emmené au McDo et il l'a obligé à manger